Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout bien sûr. Et dans cette lutte anti-Covid, l'OMS, organe de référence de la promotion et du développement de la santé dans le monde, s'inscrit comme partenaire de référence dans cette lutte anti-Covid. Alors je vous propose justement ce soir d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de ce travail d'équipe. Avec vous, Mariam Bigdeli, vous êtes représentante de l'OMS au Maroc. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Partagez, le plaisir est partagé. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, justement, quel bilan faites-vous de la stratégie adoptée par le Maroc jusque-là dans cette lutte anti-Covid ? Alors, la stratégie adoptée par le Maroc est souvent citée en exemple dans la région de la Méditerranée orientale, qui est la région de l'OMS dont fait partie le Maroc. En fait, la riposte a été rapide et assez vigoureuse. Entre autres, le Maroc, avant même en fait l'apparition du premier cas, avait déjà son plan de veille et de riposte qui était prêt en monitorant la situation au niveau international. Et comme nous l'avons tous vécu, nous avons eu très rapidement ce confinement qui était assez vigoureusement mis en place par le gouvernement. Je vous rappelle que les confinements ne sont pas destinés à éradiquer en fait ce virus, mais ils sont vraiment destinés à ralentir un petit peu la progression de manière à permettre au système de se préparer. Et je pense que c'est ce qu'a fait le Maroc, profitant de cette période de confinement que nous avons tous vécu, certains subis plus que d'autres, mais c'était un mal nécessaire. Et cette période a été mise à profit pour augmenter la capacité de test notamment, donc qui a été largement augmentée pendant cette période, pour aussi équiper les hôpitaux et former les professionnels de santé à pouvoir mieux gérer les cas de Covid qui sont de plus en plus, on va dire, de mieux en mieux gérés dans les hôpitaux. Voilà, donc c'est une riposte qui a donc permis à arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où effectivement l'épidémie est encore là, elle est toujours en transmission, donc le virus est toujours en transmission dans le pays, mais le système est prêt aussi à accueillir le vaccin et à déployer le vaccin. Donc c'est une stratégie qui a porté ses fruits sur le long terme, on va dire, et qui continuera à porter ses fruits dans les mois à venir. Alors, vous l'avez dit, le Maroc se prépare à lancer prochainement sa campagne de vaccination. Les lots de vaccins arrivent dans les différents centres. Est-ce que l'OMS contribue ou influence d'une manière ou d'une autre, à travers notamment peut-être de l'information, la stratégie sur le terrain directement du Maroc notamment ? Alors, c'est un appui que je dirais indirect. Les pays comme le Maroc, de manière générale dans le monde, sont des pays qui ont des stratégies de vaccination qui sont très bien développées. Le Maroc a un des meilleurs taux de vaccination générale donc de la population, donc les vaccinations des enfants de routine dans la région également. Donc, c'est généralement la capacité du pays pour déployer la vaccination est reconnu comme étant très bien développé. Donc notre rôle, on va dire au Maroc, et c'est général dans beaucoup de programmes que nous déployons, n'est pas forcément d'aller vacciner des enfants, ça se fait dans d'autres pays, mais c'est pas du tout notre rôle au Maroc. C'est vraiment là où l'OMS intervient, c'est vraiment dans les guidelines, les réglementations sur le vaccin, les recommandations, oui effectivement, merci pour la traduction en français, les réglementations en fait que nous pouvons émettre, les guides aussi sur les stratégies vaccinales, sur les schémas de vaccination, sur la récolte de données autour de la vaccination, parce qu'après la vaccination, il faudra également continuer à suivre l'immunité, les effets secondaires, etc. Donc tout ça, c'est un appui indirect. Maintenant, il y a également le mécanisme COVAX. Donc le Maroc fait partie du mécanisme COVAX. COVAX, c'est un mécanisme que nous avons mis en place avec nos partenaires, Gavi, CEPI, et les firmes évidemment qui produisent le vaccin participent à ce mécanisme pour nous promettre des doses de vaccins à déployer dans le pays. Mais il y a aussi les pays qui sont volontaires pour participer
participer dans ce mécanisme et pour être récipiendaire de ces vaccins. Le Maroc en fait partie en finançant lui-même ces vaccins, mais cette participation permet aussi au Maroc de bénéficier de tout un nombre d'outils, comme des outils d'évaluation de la préparation au vaccin, de l'assistance technique par rapport à des formations dont ils auraient besoin, ou de la communication autour du déploiement de la vaccination. Et notre soutien à la vaccination en général, elle est là depuis toujours, c'est-à-dire que ce soit les vaccinations de routine, que ce soit le programme de lutte contre la pandémie grippale, qui est un programme extrêmement important sur lequel s'appuient beaucoup des actions qui sont menées dans le cadre de la Covid. Alors, Madame Mariam, justement, peut-être pour conclure, quels seraient vos arguments pour ce qu'on appelle aujourd'hui les vaccino-sceptiques, les arguments de l'OMS, pour convaincre les gens à se faire vacciner? Et on en trouve partout, on va dire, et au Maroc également d'ailleurs. Alors, je pense que il est important de reconnaître que de plus en plus, les gens aiment s'informer sur leur santé, et c'est très bien. Sur les options qu'ils ont, sur les choix qu'ils peuvent faire par rapport à leur propre santé, les produits qu'on leur propose, les traitements qu'on leur propose. C'est quelque chose qu'on encourage vraiment, que les gens s'informent. La nécessité ici est de s'informer aux bonnes sources. Et je pense que si ces vaccino-sceptiques s'informent aux bonnes sources, leur scepticisme pourrait être un petit peu atténué, voire disparaître. Parce qu'au fil du temps, depuis que les vaccins existent, ont été déployés, on constate que les vaccins sauvent des vies. Des vaccins permettent d'éradiquer certaines maladies. Alors pas toutes, on n'y est pas arrivé, on va y arriver pour certaines comme la polio, mais il y en a d'autres que le vaccin a permis d'éradiquer. Ces faits existent et c'est scientifiquement prouvé. Donc, nous encourageons vraiment toutes ces personnes qui désirent, à juste titre, s'informer sur leur choix et sur les possibilités qui leur sont offertes, de s'informer aux bonnes sources et d'examiner vraiment les données scientifiques qui permettent vraiment de dire que les vaccins, dans les décennies passées, nous ont vraiment permis de faire un bond en avant dans la santé publique, avec des maladies qui avant décimaient les enfants, les populations les plus pauvres et même les autres. Et donc, ces avancées n'ont pas été inventées, elles sont réelles. Et donc, le vaccin fait partie d'un arsenal très important d'outils que nous avons pour cette lutte contre les maladies. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Rabat. Madame Mariam Bigdeli, vous êtes représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au Maroc. Merci beaucoup, madame. Et justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de cette interview, eh bien, vous pourrez la retrouver sur notre site mediantv.com. Et pour rappel aussi, la semaine dernière, j'avais réalisé une interview dans 11 Ito avec le professeur Jafar Heikel sur l'expertise du Maroc en matière de gestion de méga campagnes. Justement, depuis les années 60, le Maroc a réussi à éradiquer beaucoup de pathologies infantiles et de maladies maternelles également pour promouvoir la santé de l'enfant et de la maman. Et donc, c'est une interview disponible sur mediantv.com. Allez, de la santé, on passe au bonheur et à la santé du couple. Ça aussi, c'est très important. Eh bien, il y a quelques semaines, je discutais de ce sujet, les clés d'une vie conjugale épanouie avec Madame Asma Chaoukri, qui est coach de vie. Et puis, on s'était arrêté à la fin sur ce point qui est essentiel. Toujours nourrir son couple. Les enfants partent de la maison. Beaucoup de couples souffrent de ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, parce que du jour au lendemain, eh bien, il n'y a plus personne, il n'y a plus finalement ces centres d'intérêt, et puis on se retrouve à deux, comme si on ne s'était jamais connus. Eh bien, ce qui permet un petit peu d'atténuer tout cela, c'est vrai que le départ des enfants n'est facile pour personne, mais quand on a réussi à construire une vie de couple à deux et qu'on continue à la nourrir, les choses sont beaucoup plus simples. On continue de parler de ce sujet justement tout de suite avec vous, Asma Chaoukri. Bonsoir. Bonsoir Yasmine, bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir Lalla Asma, un plaisir de vous retrouver. Alors, considérer que son couple est un acquis est une très mauvaise chose, c'est ce que vous nous avez dit la dernière fois.
et toujours nourrir son couple à l'infini, ça c'est très important. Alors je vous donne la parole, dites-nous ce qu'on fait. Oui. La dernière fois, on avait parlé de couples heureux et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et moi, j'ai donné un avis qui m'était peut-être propre et j'avais parlé de l'ingrédient principal qui est l'amour. Après, à la fin, on avait dit qu'il y avait d'autres choses en plus de l'amour qu'il faut nourrir tout le long de sa vie de couple pour que ce couple ou bien cette flamme qui a été depuis le début du mariage puisse être quelque chose de durable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour qu'on puisse parler de ça. Donc moi à mon sens après l'amour je dirais la deuxième chose c'est la tolérance et l'acceptation. Donc un couple c'est toujours deux personnes différentes qui viennent de deux milieux différents, culture, éducation, tradition, etc. Même s'ils sont de la même nationalité, de la même religion, etc. Donc chaque famille elle a ses valeurs, ce qui est important pour elle et du coup quand on se retrouve en couple, chacun il va arriver avec son bagage, son background et à ce moment-là, c'est là où la tolérance et l'acceptation doivent être utilisées à bon escient et voilà se dire que on ne peut pas être avec une personne qui a les mêmes idées, qui fait les mêmes choses que nous et c'est là où plusieurs couples vont tomber dans ça parce qu'ils vont être dans leur monde, dans leurs idées, dans leurs valeurs, dans leurs croyances et ils ne vont pas, ils vont à tout prix, c'est-à-dire ramener l'autre chez eux et voilà et le changer si on peut dire ça. Alors que changer une personne c'est vraiment quelque chose d'impossible. Si on peut dire, mais faire accepter l'autre, accepter la différence et voilà s'accepter mutuellement, d'accord. Donc moi je dis pas que il y a un seul des partenaires qui doit accepter l'autre, mais s'accepter mutuellement et essayer de créer ce numéro 3 comme j'avais dit la dernière fois dans le couple c'est 1 + 1 est égal 3 et créer ce numéro 3 qui va être comme on dit un petit chouïa de moi et un petit chouïa de toi et on va faire notre vie de couple à deux. Donc ça c'est pour moi le deuxième ingrédient le plus important qui va permettre à un couple de vivre dans le bonheur et qui va nourrir cette joie de couple. Après pour pouvoir arriver à cette acceptation et cette tolérance, nous allons avoir besoin de communication. Donc la communication, c'est quelque chose de très important parce que malheureusement, on va trouver dans plusieurs couples qu'il y a beaucoup de non-dits. Et dès qu'il y a les non-dits, chez l'un ou l'autre, il va y avoir ce sentiment de il ou elle me comprend pas, elle en fait qu'à sa tête, il me fait pas ceci, moi j'ai besoin. Donc quand il y a parce que dans un couple nous avons besoin de communiquer, d'exprimer nos sentiments, d'exprimer nos besoins parce que l'autre il va pas juste les déduire si on n'en parle pas, et ça, ce qui arrive en général chez les couples à la longue, il y a un genre, oui. Oui, alors je voulais poser une question par rapport à ça, justement, par rapport à ces non-dits, par rapport au fait de ne pas toujours exprimer. Pardon. Alors certains ont un autre avis, certains vous diront, mais vous savez, moi je n'aime pas, par exemple, lui dire à chaque fois, m'arrêter sur plusieurs petits détails, mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un cumul qui se crée. Donc peut-être que j'avais pas fait attention au premier petit détail, peut-être que j'avais pas fait attention au deuxième petit détail, mais à la longue, ça en fait beaucoup. Alors, et quand on dit à ces personnes, maintenant il faut parler, il faut à chaque fois, l'autre, la personne dans cette position vous dit, ben non, moi je veux pas m'arrêter sur tous les petits détails du quotidien.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes? Donc, voilà, si on va, bien sûr, si on va s'arrêter sur tous les petits détails du quotidien, on risque de bifurquer vers le partenaire ou la râleur ou râleuse. Donc, moi, et on veut pas ça. On veut pas ça. Par contre, il y a des choses qu'on peut. C'est là où la tolérance et l'acceptation va jouer son rôle, parce qu'il va y avoir des choses qu'on va tolérer, qu'on va accepter, et il y a des choses qu'on ne va pas accepter suite à notre éducation, nos valeurs, nos priorités dans la vie. Et c'est par rapport à ces choses-là qu'on aura besoin à avoir des discussions et à communiquer. Et communiquer et discuter, ça veut pas dire râler, ça veut pas dire entrer en conflit, parce que c'est ça aussi, on a une certaine croyance par rapport à ça. Vous allez entendre plusieurs personnes dire, moi si je vais m'arrêter à chaque chose, si je dis ce qui me plaît pas, on va entrer en conflit. Non, ça c'est une croyance. Discuter, exprimer ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me fait plaisir, ce qui ne me fait pas plaisir, ne veut pas dire que je suis en train de rentrer en conflit avec toi. Donc c'est d'abord changer cette croyance-là et faire comprendre à l'autre qu'on est en train de discuter. Et voilà. Et quand on veut communiquer, on veut discuter des choses, il faut toujours, ça serait vraiment une bonne chose de choisir les moments où on n'est pas en désaccord. Choisir des moments où on est bien, on est en train de passer un bon moment, et commencer à discuter et de parler de quelque chose dont j'ai besoin, ou exprimer un sentiment par rapport à quelque chose, et par rapport à ça, l'autre il va être plus ouvert et plus à l'écoute par rapport à ce qu'on est en train de lui dire. Mais malheureusement, quand et bien sûr, surtout quand il y a le cumul, et il y a parfois cette goutte qui va déborder le vase, on va pas considérer qu'on est juste en désaccord, on considérer qu'on est dans un conflit, et on va commencer à parler de ce que l'autre a fait hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière, 10 ans avant, et ça, l'autre, il va pas être à l'écoute, il va se sentir agressé, et on va pas arriver à une entente. Donc la communication est là, comment dirais-je, elle a les règles. Voilà, la communication est là, elle a ses règles. Crier, agresser, juger, critiquer, c'est pas ça la communication. Merci. Donc communiquer, c'est vraiment parler en jeu. Je parle de ce qui me fait mal. Je parle de dont j'ai besoin. C'est ça communiquer. Merci. Donc ça, c'est par rapport à la communication. Merci infiniment. Autre chose. Merci Asma. Merci beaucoup. J'ai pas encore terminé. Il y a encore on se redonne rendez-vous encore, c'est promis. Mais c'est vrai, il y a toujours des choses à se dire au niveau des couples. Vous savez, l'éternelle discussion, c'est les couples et leur bien-être. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Asma Chawki. Vous êtes coach de vie, en direct de Tanger. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver, d'échanger. Mais en tout cas, vous avez donné des infos très utiles, très importantes pour les couples qui étaient avec nous ce soir. Merci beaucoup, un grand merci à l'équipe en régie, et je vous invite à aller télécharger notre application Média Podcast. Nous sommes le mercredi. Je ne fais pas la promotion que de ce podcast uniquement. Nous en avons plusieurs, mais tous les mercredis, je partage un nouvel épisode d'Histoire de parents. Donc voilà, l'histoire de la parentalité racontée par ceux qui la vivent, qui vivent ses joies, mais qui vivent aussi ses difficultés. Et aujourd'hui, vous allez trouver l'épisode de Hassan et de son fils Omar. Le papa justement raconte que son fils a été diagnostiqué récemment schizophrène, il a à peine 14 ans, mais voilà, le parcours était compliqué, etc. Mais voilà, il y a des choses compliquées, il y a des choses plus joyeuses. Allez-y, téléchargez l'application Média Podcast sur App Store ou Play Store et écoutez, faites-vous plaisir, tous les podcasts de Média Podcast. Très très bonne soirée à vous, à très vite, au revoir.